L'Organisation mondiale de la santé s'est inquiétée ce jeudi de l'aggravation de la situation. À court terme, le gouvernement français ne prévoit donc pas de nouvelles restrictions pour lutter contre la... The WHO labeling the newly named Omicron variant a variant. La crise liée à l'apparition de la pandémie a obligé les gouvernements à intervenir massivement pour soutenir l'économie. Cette manne financière a été utilisée pour contrebalancer la baisse d'activité pendant les confinements et pour sauvegarder l'outil de production, nos entreprises, nos emplois et nos administrations. Mais elle ne sort pas d'un coffre au trésor ni d'une réserve secrète. L'État l'a empruntée, comme il le fait depuis des décennies, à chaque fois qu'il a besoin d'argent. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, mais qui devrait être connu et compris par tout citoyen, quel que soit l'endroit où il vit et qu'il paye des impôts ou non. J'ai nommé la dette. C'est l'un des fondamentaux de nos économies, un énorme moteur de croissance. Et pourtant, nombreux sont ceux qui n'y comprennent pas grand-chose, qui ne peuvent pas expliquer d'où elle vient, à qui on doit de l'argent et quelle pression elle engendre sur les gouvernements. Si c'est votre cas, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Et c'est d'autant plus compliqué à comprendre qu'avec la financiarisation extrême de nos économies, deux notions fondamentales se confondent, la monnaie et la dette sont devenues indissociables. Dans la pratique, la bataille pour le contrôle de cette dette n'a plus qu'un seul objectif, privatiser la monnaie et gouverner le monde. Nous allons vous expliquer simplement tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la politique monétaire sans jamais rien y comprendre. Et nous allons aussi vous expliquer comment les banques s'enrichissent sur le dos du monde entier grâce à la dette, vous y compris. À présent que vous êtes prévenus, prenez une grande respiration et profitez-en pour prendre un instant et vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen de comprendre tous les travers de notre système financier et de ne rater aucun conseil pour vous protéger ou aucune occasion d'en profiter. C'est aussi manifester votre soutien à notre équipe et nous vous en remercions. À présent, installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles, ça ne va pas vous plaire. Bienvenue sur Money Radar. La dette, le fléau du XXIe siècle. La source principale de préoccupation des gouvernements depuis des décennies. En France, en cette fin d'année 2021, elle atteint 2 762 milliards d'euros, soit 114,9% de notre PIB. Pour l'Europe, c'est 100,5%. Et aux États-Unis, elle a atteint son plafond réglementaire de 28 400 milliards de dollars et 125% du PIB. Et dans le monde, c'est 296 000 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021, bien au-dessus du PIB planétaire de 350% environ à l'heure où nous réalisons cette vidéo. La dette écrase les économies les plus fragiles, provoque l'inflation, creuse les inégalités et crée de nouveaux risques. Mais à qui doit-on tout cet argent ? Aux banques principalement et aux grandes institutions financières privées. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, je dois d'abord vous parler du budget de l'État et de politique monétaire. Vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. Comme tout le monde, un État a besoin d'argent pour financer ses dépenses. Celles-ci peuvent être plus ou moins décidées, prévues à l'avance, comme les salaires des fonctionnaires ou des projets de construction d'une nouvelle route, d'école ou de centrales électriques. Elles peuvent aussi être liées à des situations d'urgence, comme une crise immobilière, financière, des tensions militaires ou, évidemment, une pandémie. Pour financer ses besoins, un État dispose de plusieurs sources de revenus. En France, elles sont détaillées chaque année dans les comptes de la nation qui servent de base à l'établissement du budget de l'État. En 2020, elles représentent 313,4 milliards d'euros, principalement des recettes fiscales, qui sont ensuite réparties entre les différents postes de charge, après déduction de la part revenant aux collectivités territoriales et à l'Europe. Oui, mais voilà, en 2020, Covid oblige, les dépenses ont explosé et ont atteint 61,6% du PIB, soit après un rapide calcul, 1 418 milliards d'euros pour 313 milliards de ressources. C'est ce fameux déficit du budget de l'État, toujours sujet de discussion houleuse à l'Assemblée nationale et qui est devenu chronique depuis 40 ans. Pour financer cet écart, l'État emprunte. Depuis 1975, le budget de l'État français est systématiquement en déficit et chaque nouveau déficit vient s'ajouter au précédent année après année. Voilà de quoi est faite notre dette. La plupart des gens croient que lorsqu'un pays, et a fortiori la France, emprunte de l'argent pour financer ses dépenses, il se tourne vers une banque centrale, organe officiel de la régulation de la masse monétaire et de lutte contre l'inflation. Pourtant, c'est une erreur.
Mais la confusion est facile à expliquer. C'est que depuis les années 70, le rôle des banques centrales a beaucoup changé. Pour comprendre ce qui s'est passé, revenons un peu en arrière et prenons l'exemple de notre banque centrale à nous, la vraie, la première, la Banque de France. En l'an 1800, Napoléon, qui n'était pas encore empereur mais déjà consul de France, donne son accord pour fonder une banque non gouvernementale et indépendante de l'État, chargée de financer le développement de la jeune République, de garder un œil sur l'évolution des prix et bien sûr de prendre en charge la fabrication de la monnaie. Ce sont les tâches qui incombent normalement à une banque centrale. Elle ne dépend pas du gouvernement. Elle décide seule de la politique monétaire à adopter pour garder l'inflation sous contrôle et c'est elle qui détient le monopole de la création de la monnaie. En 1914 et pendant la reconstruction qui a suivi la Première Guerre mondiale, la Banque de France a été beaucoup sollicitée et en 10 ans, elle a imprimé 10 fois plus de monnaie qu'il n'y en avait avant la guerre. Cette abondance d'argent a mécaniquement provoqué une hausse des prix de 500% sur la même période et a entraîné la ruine d'une petite partie de la population jusqu'ici plutôt privilégiée, j'ai nommé banquiers et rentiers. Pour celles et ceux qui ont encore un peu de mal à comprendre pourquoi la création de monnaie crée l'inflation, voici rapidement comment cela fonctionne. C'est le fameux jeu de l'offre et de la demande. Lorsqu'un produit ou un service est très demandé et qu'en face, il n'y en a pas assez pour satisfaire tout le monde, certains sont prêts à payer plus cher pour remporter le peu qui est disponible, ce qui fait monter les prix. C'est ce qui se passe actuellement avec la Chine et les États-Unis, dont l'emballement économique engendre de gros besoins en matériaux de construction, en denrées alimentaires et en énergie qui font exploser les prix partout dans le monde. Plus généralement, les pierres précieuses, les œuvres d'art, les voitures de luxe, le champagne, les truffes, le caviar, tous ces produits sont rares et se paient au prix fort. À l'inverse, plus une matière est abondante et moins elle est chère, et une monnaie ne fait pas exception. Pour schématiser, plus il y a de dollars dans le monde, plus il se déprécie comparé aux autres devises, surtout comparé à la valeur réelle de l'économie américaine, qui, elle, reste identique ou presque. Cela engendre une hausse des prix sur le territoire et pénalise le commerce extérieur. 1 kilo de pommes qui vaut 5 $ sur le territoire américain reste 1 kilo de pommes qui ne vaut qu'1 € en France. L'inflation n'est pas l'ennemi de la croissance, mais elle doit être modérée. Or, plus on imprime de monnaie, plus les risques d'inflation augmentent. Garder le contrôle de la valeur d'une monnaie passe par le contrôle de la masse monétaire en circulation, et on se sert donc de la planche à billets pour maîtriser l'inflation. C'est l'un de ces deux outils que l'on appelle la politique monétaire, l'autre étant les taux directeurs, mais nous y reviendrons plus tard. Parfois, il arrive certaines choses qui obligent à y avoir recours, des événements imprévus qui réclament soudain des quantités de capitaux. Ce qui nous ramène en 1936. Cette année-là, l'État prend le contrôle de la Banque de France en nommant lui-même ses administrateurs et récupère le monopole de la création monétaire. Après la guerre et sous la gouvernance monétaire de l'État, l'économie française va connaître un avènement du trésor public et les 30 Glorieuses, 5% de croissance moyenne par an pendant 30 ans, soutenus par des plans massifs d'investissement public financés par la création monétaire. Mais cette présence de l'État à tous les niveaux ne plaît pas aux libéraux qui n'ont pas oublié quels furent les effets de l'inflation des années 20 sur leur patrimoine. De grands banquiers et industriels militent activement pour la dérégulation des marchés financiers et pour que les banques centrales retournent à leur place, se bornent à surveiller l'inflation et surtout cessent de prêter de l'argent aux États. Pour cela, en 1972, les statuts de la Banque de France sont revus et l'État français se voit limiter son droit d'emprunter auprès de sa propre banque, autrement dit de créer de la monnaie nouvelle, au prétexte d'un risque d'inflation trop élevé. Pour plus de facilité, il doit se tourner dorénavant vers les banques privées. Pourtant, dans les années 80, l'argent manque. Il faut construire l'Europe et relancer l'économie, et c'est avec la création de la Banque centrale européenne qui fédère toutes les banques nationales du continent que la Banque de France va perdre tout rôle actif dans la politique monétaire, en même temps que l'État français. L'article 104 du traité de Maastricht, un traité refusé lors du référendum du 20 septembre 1992 et pourtant ratifié, est devenu l'article 123 du traité de Lisbonne, prévoit clairement la fin de la création monétaire régalienne. Dorénavant, ni la BCE ni les banques nationales ne pourront accorder de crédit aux institutions, aux organes ou aux États adhérents de l'Union européenne. Dorénavant, acquérir des instruments de la dette souveraine, autrement dit les obligations d'État, l'autre moyen pour un pays d'avoir recours à l'emprunt, est aussi interdit aux banques centrales. Dorénavant, les États membres s'adresseront aux banques privées pour financer les déficits de budget et les mesures d'urgence. Et voici maintenant comment tout cela fonctionne. Pour pouvoir prêter à ses clients, une banque doit elle aussi emprunter. Elle va généralement se fournir auprès de confrères ou de sa banque centrale. C'est ce que l'on appelle le refinancement. Ce terme vous dit peut-être quelque chose.
Vous avez déjà certainement entendu parler du taux de refinancement publié par la BCE et que l'on connaît aussi sous le nom de taux directeur ou des taux des OAT à 10 ans, des obligations assimilables au Trésor. C'est le taux qui sert de base au calcul de tous les crédits distribués en Europe. Actuellement, ce taux est à 0 et il flirte avec ce niveau depuis 2014, ce qui a grandement contribué à la croissance en facilitant l'accès au crédit pour tous les agents économiques. Une banque centrale est souvent assise sur de grosses réserves d'or et de devises, mais lorsqu'elle prête 10 millions d'euros à une banque privée, en réalité, elle ne puise pas dans son coffre, mais crée de l'argent nouveau. Bien sûr, cette monnaie n'est pas frappée ou imprimée sur du papier pour fabriquer des pièces ou des billets. Elle n'est constituée que de lignes de code sur un serveur, mais c'est la même chose. Ce sont 10 millions d'euros de plus sur le marché monétaire et qui entrent dans le circuit économique pour y être échangés contre des biens ou des services. Chaque fois qu'une banque centrale prête, elle crée de la monnaie exactement de la même façon que si elle produisait physiquement des liasses de billets. À la fin, et avec le remboursement de la dette, la monnaie créée disparaît et la situation revient à son point de départ. Si chaque année il y a plus de crédits accordés que remboursés, alors la masse monétaire augmente, et inversement. Voilà comment naît l'argent, comment il circule et comment il meurt. Mais ça, c'était avant. Avant Maastricht et avant l'article 123 du traité de Lisbonne. Aujourd'hui, l'argent ne meurt plus et c'est ce qui cause tous les déséquilibres dont nous sommes témoins. L'explication est simple une fois que l'on a compris comment fonctionne le mécanisme qui le maintient en vie. Ce mécanisme, ce sont les clients des banques centrales, autrement dit, les banques privées qui l'ont mis au point. On l'appelle l'argent éternel et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela rapporte. Je vais vous faire un tour de magie. Reprenons l'exemple de la BCE et admettons qu'elle accorde un prêt de 10 millions d'euros à la banque Money Radar. Money Radar n'emprunte pas physiquement d'argent à la BCE, celle-ci crée simplement quelques lignes de code, sorte de reconnaissance de dette numérique pour un montant de 10 millions d'euros à 0%. La banque Money Radar ne va pas redistribuer cet argent, elle va en quelque sorte le déposer en garantie auprès de la BCE. Ces 10 millions vont donc apparaître dans le bilan de la banque et c'est là que débute la magie. Depuis 1988, et plus encore après la crise de 2008, la réglementation a évolué et les banques sont limitées dans le montant de leurs emprunts. Elles doivent pouvoir faire face à leurs engagements à tout moment. Par sécurité, elles sont soumises à plusieurs ratios, dont le célèbre ratio de solvabilité ou encore ratio de Bâle ou Bâle 3, selon les appellations, du nom de la ville suisse où se sont signés les accords du même nom. Que disent-ils ? Ils disent simplement que pour qu'une banque puisse prêter 100 €, il faut qu'elle détienne au minimum 7 € de capitaux propres. Respecter les ratios de solvabilité, au nombre de 2 depuis les accords de Bâle 3, suffit à assurer la solidité d'un établissement financier. Notre banque Money Radar, qui détient au moins 10 millions d'euros de garanties empruntées à 0%, est donc capable de prêter à ses clients au minimum 142 millions d'euros. Magie ! Voilà comment aujourd'hui 93% de la monnaie européenne est imprimée par les banques privées. Mais ce n'est pas encore le clou du spectacle. Ces millions vont être distribués sous forme de crédit, mais sûrement pas à 0%. Ils vont être tarifés comme les autres, par exemple à 2% pour un prêt immobilier ou à 12% pour un crédit revolving. Lorsque les clients soldent leurs prêts, l'argent ne retourne pas là où il a été créé initialement, c'est-à-dire à la BCE. Il est remboursé à la banque Money Radar, qui le renvoie immédiatement dans le circuit en accordant d'autres prêts, eux aussi tarifés à 2%. Et ainsi de suite. Après chaque remboursement par l'emprunteur suivant, l'argent repart produire des intérêts, il ne meurt jamais. C'est un produit recyclable à l'infini, indestructible et extrêmement rentable. La plus belle découverte dans les milieux financiers depuis celle des intérêts composés. La pierre philosophale des banquiers est un cocktail explosif pour la croissance économique. Explosif parce que pendant que la finance se frotte les mains et encaisse ses intérêts, le phénomène prend tellement d'importance que dans le monde réel, les choses ne tournent plus très rond. Car tous ces prêts accordés, c'est de la monnaie créée par les banques privées, de la monnaie qui ne revient jamais à son point de départ pour y être détruite. Mais alors, avec une telle masse monétaire en pleine ébullition depuis 8 ans, comment se fait-il que l'Europe n'ait pas eu à subir de crise inflationniste majeure ? Nous le savons, plus on produit d'argent et moins il a de valeur, et pour maintenir cette valeur, il doit rester rare. Pour cela, il faut soit le détruire, ce qui devrait se produire naturellement dans un monde où les banques privées n'existeraient pas, soit le capter. Aujourd'hui, il est immobilisé, investi dans des biens immobiliers et dans des actifs financiers à long terme comme des actions. C'est ainsi que si l'inflation est restée modérée malgré la frénésie créatrice des banques privées, ce n'est pas du tout le cas des prix de l'immobilier ou des marchés financiers qui atteignent des sommets. Et ça n'a échappé à personne. C'est principalement là que finit l'argent et qu'il devient éternel pour le plus grand bonheur des banques privées, des rentiers et des grandes fortunes.
Mais cela fait également le malheur des 95% restants qui n'a pas décidé d'être banquier ou rentier et pour qui l'argent est devenu une charge. Nos connaissances nous ont permis de créer un monde où règne l'abondance et pourtant, les crises se succèdent impitoyablement et les inégalités ne cessent de se creuser. Selon le dernier rapport d'Oxfam en 2020, 1% de la population mondiale possède plus que 99% du monde et 62 personnes parmi les plus riches, comme Warren Buffett, Elon Musk, Bernard Arnault et Bill Gates, détiennent autant que 3,5 milliards d'êtres humains. Ce n'est pas la pandémie qui est à l'origine de tant d'inégalités, mais bien un système financier profondément défaillant. Elle n'a fait qu'accélérer le mouvement. Depuis le début de la pandémie, les banques privées prêtent à tour de bras aux États qui réclament de quoi financer leurs mesures d'urgence, mais les banques centrales aussi. Pour éviter les situations trop tendues, sans oser évoquer les termes de défaut de paiement, la BCE a trouvé un moyen légal de contourner l'article 123 en achetant massivement les obligations d'État sur le marché secondaire. L'obligation d'État, c'est l'autre moyen pour le gouvernement d'emprunter de l'argent. L'agence France Trésor achète directement au marché financier en émettant des obligations que tout un chacun peut acheter. Cette obligation prévoit un montant, une durée et un taux. Une obligation de 100 € à 1,5% sur 10 ans paiera 50 centimes d'intérêt chaque année pendant 10 ans, puis le porteur récupère ses 100 € à la fin, il n'y a rien de plus simple. L'atout principal des obligations du Trésor est qu'elles sont garanties par l'État, ce qui en a longtemps fait un produit de placement sans risque, idéal pour sécuriser un patrimoine. En vertu des traités, ces obligations ne peuvent pas être achetées par la BCE, l'article 123 le lui interdit, mais cette interdiction ne semble pas concerner le marché secondaire. Ainsi, chaque mois, la BCE valide la création monétaire engendrée par les mesures de soutien gouvernemental en violation de tous les traités européens. Mais si elle ne l'avait pas fait, les conséquences auraient été désastreuses. Et ce procédé a été reconnu légal par la Cour européenne de justice bien avant la pandémie, dès 2015, soit au début de l'ère des taux négatifs. En France, le sujet de la dette est fréquemment abordé lors des confrontations politiques. C'est une sorte de carte-réponse que présente Bercy à chaque demande d'augmentation de budget. Il n'y a pas d'argent. La France est surendettée. Nous avons vécu trop longtemps au-dessus de nos moyens. Notre pays est-il réellement surendetté ? Avec une montagne d'emprunts de plus de 2700 milliards d'euros équivalent à 115% de notre PIB, sommes-nous, nous aussi, au bord de la faillite ? Pas d'inquiétude car malgré tout ce que nous venons de voir, la réponse est non. D'abord parce que notre endettement n'est pas si élevé. Que veut dire 115% du PIB ? Cela signifie qu'aujourd'hui, si nous voulions rembourser intégralement notre dette en utilisant tout l'argent créé par l'économie française, il ne nous faudrait qu'1 an, 1 mois, 3 semaines et 3 jours. Il est aussi plus juste de comparer la charge de la dette, 40 milliards d'euros, aux ressources du budget de l'État, 250,7 milliards, pour obtenir un taux d'endettement tel que nous le concevons dans notre vie quotidienne, de 15,9%, bien loin des 33% exigés pour un particulier, même si la situation est évidemment un peu différente. Enfin, la France dispose d'un énorme patrimoine, de terres, de la pierre, des fleurons industriels et la 4e plus grosse réserve mondiale d'or. C'est aussi la 5e puissance économique sur l'échiquier de la planète et elle reste toujours dans les petits papiers des agences de notation internationale. Standard & Poor's, par exemple, a confirmé le 30 septembre dernier la note AA des obligations françaises et estime que les perspectives sont stables. Tous les feux sont donc au vert pour emprunter à nouveau, mais est-ce vraiment une bonne idée ? Aujourd'hui, alors que le gros de la crise est derrière nous et que les banques centrales commencent à se retirer des dispositifs de soutien économique en diminuant leurs achats d'obligations d'État, l'heure est au bilan. Toutes les économies ont vu leur endettement exploser pendant la crise sanitaire, mais cet endettement ne date pas de 2019. En France, par exemple, les déficits publics s'accumulent année après année depuis 1975 et le mouvement s'est accéléré après 2008 avec la crise des subprimes et le renflouement des banques. Bien sûr, nous remboursons nos dettes chaque année comme tout emprunteur respectueux de ses engagements. Mais chaque année, ce que l'on appelle la charge de la dette nous coûte environ 40 milliards d'euros et constitue le 3e poste de dépense dans le budget de l'État. Et ce budget étant toujours déficitaire, nous empruntons chaque année un peu plus pour pouvoir honorer nos échéances. Et au-delà des 40 milliards de charges annuelles, il y a aussi un autre prix à payer pour tout cela, car l'argent agit un peu comme une drogue sur les politiciens. Il coûte cher, il modifie les comportements et on devient vite accro. Le gouvernement français, comme tous les autres, et plus encore après la crise, est devenu dépendant des marchés financiers qu'il faut maintenant caresser dans le sens du poil et préserver à tout prix. Des marchés financiers déréglementés depuis les années 80, pendant les années Thatcher, qu'on a nommés responsables de plus de 95% de la création et qui sont à la tête de 99% du patrimoine mondial.
Des marchés qui ont appris à manipuler l'argent sous toutes ses formes et à le cultiver pour le faire se reproduire à l'infini, à leur unique profit. C'est bien un scénario idéal pour faire un bon blockbuster planétaire. Pourtant, c'est la juste réalité. À présent qu'il est devenu un produit comme un autre, l'argent ne peut plus être réparti équitablement. Les plus riches seront toujours plus riches, car eux seuls auront les moyens d'en acheter. Comment vivre dans un tel monde ? Existe-t-il des solutions pour sortir de cette financiarisation extrême de nos économies ? Eh bien oui, il suffirait de rembourser ou de refuser de rembourser nos dettes, intégralement et tous ensemble, ce qui mettrait les banques à bas et signifierait détruire la monnaie créée au cours des 10 dernières années. Pourtant, nous aurions toujours besoin d'argent, ce qui laisse à penser à la plupart des économistes que la valeur et le rôle de l'argent ne sont plus connectés à nos économies réelles. Selon eux, seule une profonde réforme de nos systèmes d'échange pourrait rééquilibrer la situation et engager les économies vers le désendettement. Pour faire rentrer plus d'argent qui nous permette de rembourser plus vite, il existe plusieurs solutions. D'abord, un gouvernement peut décider d'augmenter les impôts, une mesure particulièrement impopulaire, surtout dans des pays où la fiscalité est déjà très élevée, comme en France. Il peut aussi faire la chasse aux mauvais payeurs, ces évadés fiscaux qui coûtent près de 100 milliards d'euros par an. Cette seconde mesure semble aussi être très impopulaire auprès d'une puissante catégorie de contribuables. Bien que cela ne constitue pas vraiment une source régulière de revenus, il peut aussi décider de se séparer de son patrimoine, comme ses biens immobiliers, ou des entreprises nationales, telles la Française des Jeux l'année dernière. Mais il peut aussi prendre une décision radicale, celle de ne pas payer les dettes qui arrivent à échéance, autrement dit, se mettre en défaut de paiement. C'est un scénario apocalyptique pour les riches prêteurs et inenvisageable pour les décideurs politiques. Pourtant, un pays a fait ce choix, et cette histoire très peu médiatisée mérite d'être racontée. C'est l'Islande. En 2008, inflation, endettement, bulle immobilière, austérité, le climat économique est déjà en surchauffe quand la crise des subprimes explose. La chute des marchés immobiliers puis boursiers mène les banques au bord de la faillite, y compris les 3 plus grosses banques privées de l'île qui parlent d'un montant de dette pharaonique de près de 923% du PIB. Comme partout ailleurs, le gouvernement islandais annonce alors sa décision de soutenir son système bancaire et provoque la colère parmi la population qui se mobilise alors massivement pour exiger que cette question soit soumise à un référendum. Comment ? Pendant que les banques ont enregistré des bénéfices records, à présent que rien ne va plus, il faudrait utiliser l'argent public pour éponger des dettes privées. Les Islandais se rassemblent et défilent chaque semaine dans la capitale, tandis qu'un autre groupe campe carrément devant la maison du président. Le 6 mars 2010, la population vote à 93% contre le sauvetage de ces banques privées, provoquant un coup de tonnerre chez ses principaux partenaires financiers. L'Angleterre et la Hollande tremblent. Le Premier ministre démissionne, puis le gouvernement nationalise les banques, licencie et poursuit en justice leurs dirigeants. L'Islande annonce son défaut de paiement sur toutes les dettes étrangères. On a appelé cela la révolution islandaise. Elle a abasourdi le monde de la finance qui ne donnait alors pas cher de la peau des Islandais. Pourtant, la croissance est rapidement repartie et affichait déjà 3,1% en 2011. Son PIB est revenu à son niveau d'avant-crise en 5 ans seulement pour s'envoler jusqu'à l'année dernière. Les fondamentaux économiques sont tous au vert et les Islandais sont redevenus le peuple le plus heureux du monde, selon le classement du World Database of Happiness. Tout comme l'inflation, le recours à la dette n'est pas une mauvaise chose. Ce qui est mauvaise chose, c'est quand cette dette est mal utilisée. Si un pays construit des infrastructures routières ou énergétiques, qu'il modernise son système de santé ou qu'il développe de nouvelles technologies agricoles, alors la dette est bel et bien utilisée pour le bien commun et elle est légitime. Mais dans le cas contraire, elle pose de gros problèmes. L'argent créé finit par se concentrer entre les mains de ceux qui peuvent se l'offrir, au moyen de placements immobiliers ou financiers, et alimente les bulles, tandis que les autres doivent se contenter de quelques miettes. Malheureusement, avec la crise sanitaire, emprunter était la solution la plus simple et la plus rapide à mettre en place. Mais elle a engendré inflation, pénurie, a encore creusé le fossé avec les ultra-riches et a accentué le décalage entre les prix des valeurs mobilières et la réalité économique. Aujourd'hui, le monde de la finance a les yeux rivés sur les activités des banques centrales, qui le préparent depuis des mois à une fin progressive des mesures de soutien, ainsi qu'à une possible remontée des taux. L'accueil de ces informations délivrées au fil des réunions détermine les humeurs du marché depuis des mois. Mais les gouverneurs des banques centrales ne sont pas fous. Ils savent dans quelle situation se trouve l'économie mondiale. L'histoire leur a appris qu'il ne fallait que 18 mois à une crise majeure pour se déclencher après un relèvement des taux, même progressif. Sur les marchés immobiliers, nous faisons face à une bulle mondiale inédite et les prix s'envolent partout dans le monde. Une par une, les banques privées resserrent leurs conditions d'accès au crédit depuis 1 an déjà. L'endettement public comme l'endettement privé est toujours aussi élevé.
Toutes les conditions sont réunies pour qu'une simple élévation des taux d'à peine 0,5% ne vienne précipiter le système bancaire dans le chaos, comme en 2008. Toute la question est de savoir ce que nous ferons lorsque cela arrivera. Paierons-nous encore une fois pour sauver les banques, exploitant de l'argent éternel qui appauvrit les plus pauvres et enrichit les plus riches quand tout va bien, et qui appelle à l'aide quand tout va mal? Ou bien suivrons-nous l'exemple de l'Islande? Le monde pourrait-il se lancer dans un profond remodelage de son système financier avec d'un côté des banques privées qui commercialisent uniquement des services de paiement et distribuent des crédits sans effet de levier, et de l'autre des banques centrales indépendantes qui impriment elles-mêmes toute la monnaie? Des monnaies alors valorisées selon un système de change fixe et adossées à une unité de valeur virtuelle et universelle plutôt que sur le dollar afin de n'avantager personne. Ce système financier idéal n'est pas une utopie et ce n'est pas notre idée. C'est un jeune économiste qui l'a émise dans les années 1930, un certain John Maynard Keynes. Si vous voulez en savoir plus sur cet opposant au libéralisme et éminent économiste du XXe siècle, étudié dans toutes les facultés de sciences économiques du monde, vous avez le choix. Soit vous procurez la totalité de ses ouvrages, mais ça représente un gros budget, soit vous plongez dans l'un des nombreux livres dont il fait l'objet, les plus abordables étant ceux issus des presses universitaires. Comme d'habitude, nous vous avons préparé quelques liens dans le descriptif. Vous y trouverez également de quoi nous rejoindre sur notre page Twitter et sur notre fil Telegram pour un peu plus de proximité et d'opportunités d'investissement. Et si notre vidéo vous a plu ou déplu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à cliquer sur j'aime et à partager pour soutenir le travail de notre équipe. Merci à toutes et tous pour votre fidélité et vos encouragements. C'était Monirradar, on vous dit à très bientôt.